Bonsoir à tous, merci de suivre la télévision nationale et bienvenue dans votre émission Grand Angle. Grand Angle, vous pouvez nous suivre sur les canaux officiels de diffusion, en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle, en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, écrivez-nous à notre adresse email grandanglertg@gmail.com ou encore appelez-nous sur le numéro de téléphone 627 53 09 99 99. Au menu de ce numéro, la problématique de l'assainissement en Guinée, en général et à Conakry en particulier, on l'a dit la semaine dernière, le premier chef de notre pays est lui-même descendu sur le terrain, balai à main pour dégager les ordures, pour aussi donner l'exemple ou impulser une nouvelle dynamique à cette opération qui a résisté, on le dit souvent sur ce plateau de Grand Angle, opération qui a souvent résisté aux dirigeants et aux décideurs de notre pays. Mais comme toujours, derrière, la campagne lancée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, n'a pas été suivie à la base. Et les responsables à la base préfèrent se contenter de la vente des tickets dans les marchés, on le dit souvent, des fois aux vendeurs, des vendeurs qui s'installent sur la voie publique, et cela obstruant ainsi le passage et rendant la circulation difficile aux usagers. Qu'est-ce qui est en train d'être fait dans ce sens à Conakry sur le terrain, si quelque chose est en train d'être fait bien sûr, et quelles sont les nouvelles dispositions prises pour l'assainissement de Conakry? Pour répondre à ces questions, Grand Angle reçoit Traoré, il est assistant technique du directeur général de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, l'ANES. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de ce numéro pour parler de cette problématique de l'assainissement à Conakry et en Guinée en général. Pour ce numéro, les chroniqueurs sont déjà bien placés ici. Adia Toubari, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yombouno, tu es très beau ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir également aux quatre qui sont déjà sur ce plateau. Bonsoir à tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Idrissa Cissé, bien habillé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, j'aurais préféré David Yombouno, tu es encore bien habillé ce soir. Merci beaucoup. Préféré cette phrase. Encore bien habillé. Encore bien habillé, parce qu'après, le français, il est, tu as vu, c'est ce que c'est. Voilà, un bonsoir à... Je ne sais pas pourquoi vous savez, peut-être que vous savez mon bonsoir ivoire. Mais pourquoi ce bonsoir? Non, on est fatigué de non, mais ça. je n'ai rien dit, j'ai juste dit bonsoir. Peut-être que tu connais le bonsoir mais à l'endroit de... Non, je ne vais pas mettre point. Ok, je ne dis le nom de personne, mais ce qui est sûr, et le permis, et la détentrice de la permis, on ne trouve personne. Ah bon? Ouais. Là, ça devient, on espère que vous n'avez pas la main noire derrière ça. Et après, quand c'est un Cissé quand même, tout le monde sait, dans le Manding, on est des conservateurs par endroit quand même. On sait à peu près à quoi rime. Attention à ce que vous dites, attention à ce que vous dites sur ce plateau. Ali Moussouari, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yambouno, oui. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs également, à tous ceux qui aiment le foot. Aujourd'hui, vraiment, les projecteurs sont orientés vers le Maroc, précisément Rabat, où se tient vraiment le biennale du football africain, c'est-à-dire la biennale du football africain, où on fait vraiment la distinction des meilleurs athlètes africains dans le domaine footballistique, où aujourd'hui, nous attendons. Je pense que c'est une première fois depuis près de 50 ans, d'un demi-siècle, où la Guinée se retrouve vraiment sur le podium, avec Sékou Guirassy également, qui est accompagné de Lookman du Nigeria. On sait que c'est le sociétaire de Atalanta Bergame. Il y a aussi Achraf Hakimi, le Marocain de Paris Saint-Germain. Alors aujourd'hui, on va décerner le meilleur joueur africain de l'année 2024. Il faut en tenir compte parce que beaucoup vont penser que ce sont les prestations actuelles qui seront concernées. Déjà, les votes ont été fermés. Également, on sait que ce sont les prestations beaucoup plus peut-être à la CAN et puis en Europe, en club. Alors, nous croisons les doigts parce qu'on sait que l'année dernière, notre Sékou Guirassy, vraiment, il a fait une prestation vraiment hors norme, même si toutefois... En club quand même, hein? En club, même si toutefois... En Coupe d'Afrique des Nations, on connaît, c'est Kaba Diawara qui avait dit que Sékou devrait s'adapter au foot guinéen, alors qu'aujourd'hui, il est là, même si la Guinée, pour le moment, n'est pas qualifiée pour la CAN. Non, même si pour le moment, la Guinée n'est pas qualifiée pour la CAN, on connaît que il fait partie, je pense qu'il est le premier ou bien le deuxième meilleur buteur des phases qualificatives, avec plus de 6 buts, ce qui veut dire que vraiment il a fait quelque chose, sans oublier que Lookman a fait un triplé lors de la finale
la Coupe de l'IFA, Europa League. Contre Leverkusen. Leverkusen, sans oublier aussi Achraf Hakimi qui a des arguments solides à vendre parce qu'on connaît que lors de la Coupe du Monde, il y a eu le Maroc qui a fait une prestation exemplaire. Et puis, il y a aussi du côté de Paris Saint-Germain où il est en train de faire un travail vraiment exemplaire. Donc, nous attendons. On espère que ça ne sera pas entre Rodri et Vinicius. Voilà, on va continuer à croiser les doigts pour notre Guirassy, même si on sait que Lookman est donné favori. On veut le scénario du Ballon d'Or. N'est-ce pas? Oui, Vinicius donné favori au finish. C'est Rodri qui gagne. Lookman donné favori. Au finish, c'est où Guirassy gagne. C'est beaucoup plus Hakimi qui est donné favori. Est-ce que ce n'est pas pour couvrir afin qu'on donne le Ballon d'Or à Lookman? Attendons de voir. Et ça se passera ce soir-là. Mamadou Saliou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David et bonsoir à tous. Comme nous parlons football, nous croisons... C'est un peu timide, j'espère que vous avez bien passé le week-end. Bon, le week-end n'a pas été du tout facile, parce qu'il y avait des petits soucis de santé. Mais bon, on tient le coup. Convalescence sur le plateau qui n'a pas dit. On tient le coup. Il y a beaucoup de convalescence sur le plateau, mais quand on a un rendez-vous avec les téléspectateurs, il faut tenir le coup. Alors, on croise les doigts pour notre compatriote Guirassy, qui a beaucoup d'arguments à faire valoir, même si en face, il y a aussi Lookman, aussi, qui est un concurrent très sérieux, parce que quand lui est sur le continent, eux, en Europe, il a été vraiment flamboyant. Il a porté le Nigeria en finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et en club aussi, il a vraiment des arguments. Il a remporté la Liga. La Ligue Europa. La Ligue Europa. Maintenant, quand on prend Guirassy, en équipe nationale, vraiment, le bilan est un peu maigre. Mais en club... C'est qui lui a valu d'ailleurs ce transfert du club de Stuttgart jusqu'à Dortmund. Borussia Dortmund maintenant. Voilà, donc quand on prend sa performance en Europe... Lookman ne peut pas se mesurer à lui, mais sur le continent aussi, Lookman il a été plus performant que. Mais c'est sur le continent que le prix se donne. Donc, oui, c'est sur le continent que ça donne, mais les deux seront pris en compte. Voilà, mais la prestation sur le continent compte beaucoup dans ce genre. Plaide beaucoup plus en faveur de Lookman. Voilà, plaide beaucoup en faveur de Lookman. Très rapidement, salut. Voilà, bonsoir au Sili national local, qui s'est lourdement incliné hier face aux éléphants locaux de la Côte d'Ivoire. Ça c'est un match amical. Un match amical. Si, bien sûr. Réveillez-vous. Le Sili national local prépare le CHAN, comment on appelle, 2025. Et vous savez, comme on ne peut pas recevoir ici, le Sili local séjourne en Côte d'Ivoire où il a joué hier. Vous avez battu combien? 4 buts à 1. Et le Sili joue... Le qualificatif contre la Guinée-Bissau, je pense... Non, le Sili va... C'est le football. C'est le football. Donc rien n'est gagné. Rien n'est perdu d'avance aussi. C'est ça. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour ce plateau. Dans un instant, un autre focus. Le Grand Angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Le Grand Angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Le Grand Angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Notre focus, c'est bien sur la sortie de certains responsables politiques qui sont sortis sur des médias étrangers, on les a suivis, qui ont affirmé que la transition en cours dans notre pays depuis le 5 septembre 2021, pour eux, la transition doit prendre fin à partir du 31 décembre, quelle que soit l'issue à laquelle devrait aboutir cette fin pour eux, il faut que la transition en prenne fin. Salut, je crois, vous n'êtes pas de cet avis. Oui, à la fin de la transition, mais pas à n'importe quel rythme. Je crois que l'important, ce n'est pas de finir la transition. Évitons ce qu'on appelle la pression du temps. Il ne sert à rien de se fixer un calendrier pour dire à telle date, il faut que la transition finisse. Je crois que ce qui est important, c'est de mettre en place des institutions qui permettront à la Guinée vraiment d'asseoir une véritable démocratie. Parce qu'aujourd'hui, si nous vivons une période de transition, c'est parce que la transition précédente, celle de 2010, elle n'a pas été bien menée. On s'est précipité,
on est allé aux élections, on a même commencé par la présidentielle, alors qu'on devrait commencer... Non, on a organisé que la présidentielle. On a organisé que la présidentielle, on a dit que... le président élu après qui devrait se charger de ça. C'est ce que les leaders avaient dit à l'époque. Voilà, ils étaient tous pressés, allons à la présidentielle, c'est lui qui sera élu, il va organiser les législatives et les locales, ainsi de suite. Et on sait, après la présidentielle de 2010, il a fallu combien de mois pour qu'on organise les législatives. Sur fond de contestation de l'opposition. Contestation, de protestation, qui avait vraiment coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes. Donc, évitons les erreurs du passé. Donc, ça fait partie des erreurs du passé. Donc, prenons le temps qu'il faut et mettons en place les institutions qu'il faut. Et quand on va finir de mettre les bases solides, on va aller aux élections. Mais pour le moment, il y a beaucoup d'institutions à mettre en place. Donc, il faut éviter de se mettre la pression, mais voilà, évitons vraiment la pression. Trop traîner, non, on dit souvent. Bon, moi je partage trop l'avis des gens qui parlent des institutions solides. Oui. Parce que ce sont des personnes qui dirigent ces institutions. Oui. Quand on parle d'une Cour suprême en Guinée, il y a une Cour suprême au Sénégal. Oui. Quitte à savoir, est-ce que ce sont les mêmes articles qui arrivent, qui régissent ces Cours suprêmes. Mais est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont le courage de dire à un moment donné non à un responsable, à un chef d'État? C'est ça le problème. C'est vrai, il faut qu'il y ait des institutions fortes, mais ce sont les personnalités qui rendent les institutions fortes. Aujourd'hui, on s'attend beaucoup plus à une communication pour nous dire à quel niveau nous sommes dans cette phase transitoire. Non, là, il y a eu la communication là-dessus. Non, attention. Attends, je vais te situer. Ousmane Gawa l'a dit. On a fini la transition, nous sommes dans la refondation. Ce n'est pas une communication, ça? Non, j'ai dit dans la phase transitoire. Vous comprenez? Il y a les 5 points qui sont inscrits dans la charte de la transition. Pour le moment, c'est cette charte de la transition qui est en train de nous diriger. C'est elle qui constitue la constitution guinéenne. Donc, si toutefois aujourd'hui, il y a une communication, on s'attend, parce que le président de la République avait vraiment annoncé qu'il allait mettre les bouchées doubles pour qu'il y ait vraiment des élections transparentes, commençant d'abord par le référendum, ensuite les élections locales et puis législatives. On s'attend aujourd'hui à ce qu'on arrive à avoir un calendrier digne. Il y a eu peut-être une évaluation d'abord des partis politiques, on n'en doute pas aujourd'hui, et puis il y a la rédaction de l'avant-projet de la Constitution, il y a le recensement, le RGPH 4. Je pense à ce niveau où le CNT, à mon avis, est un peu en retard, parce qu'aujourd'hui, on devrait quitter cette phase de l'avant-projet de la nouvelle Constitution pour venir vraiment au projet de la nouvelle Constitution afin d'organiser vraiment le référendum pour qu'on arrive à avoir une Constitution. En clair, vous voulez nous dire qu'on est un peu en retard par rapport aux engagements? Pour moi, on est un peu en retard par rapport à certains engagements que nous avons pris. Des engagements vis-à-vis de qui? Même si toutefois, bon, vis-à-vis de nous-mêmes d'abord. Voilà, pas aujourd'hui, même si on parle de la CEDEAO. On sait que la CEDEAO a beaucoup plus de difficultés avec la sortie des pays de l'Alliance du Sahel. Et également, on ne va pas créer d'autres problèmes dans d'autres pays. On connaît que la CEDEAO aujourd'hui ne bouge pas beaucoup. Et également, la démocratie, c'est pour nous. On a vu par exemple le Ghana où un ancien président est revenu. Ça, c'est la démocratie ghanéenne. On a vu au Sénégal, on peut le faire. Mais c'est parce que le Ghana a des institutions fortes à Limousoiré. Le Ghana a des institutions qui sont dirigées par des hommes qui sont capables. Mais elles ont été mises en place à un moment donné. Ils ont été mises en place comme la Guinée. Comme la Guinée, ceux qui dirigent les institutions ont été mis en place. Mais nous ne les avons malheureusement pas chez nous d'abord. Non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les institutions, c'est parce qu'on n'a pas c'est-à-dire les cadres qui sont capables aujourd'hui de diriger bien ces institutions. Dans certains de ces pays-là, quand quelqu'un est accusé de détournement, il démissionne. Ou vous avez vu en République de Guinée un ministre démissionner parce qu'il est accusé de détournement. Les institutions sont là, mais on n'a pas les cadres capables de faire bouger ces institutions. C'est ça le problème. Idrissa Cissé, quel est votre avis là-dessus? Il faut aller vite, ou bien il faut aller lentement mais sûrement? Alors je pense qu'il faut choisir, en tout cas moi je choisis le juste milieu. Le juste milieu c'est quoi? Parce qu'il faut tenir compte du respect de la parole donnée. On le dit souvent dans nos coutumes et traditions, l'homme c'est en fonction de ce que tu dis. Les gens te prennent en considération en fonction de ce que tu dis. Certes c'est vrai, les autorités de la transition ont signé un protocole, un accord avec la CEDEAO. Certes, l'accord n'était pas bouclé, mais après, c'est des engagements qu'on a eu à prendre devant cette organisation. C'est des engagements qui ont été pris devant le monde entier. Si par endroit,
il y a des dysfonctionnements, qu'on nous dise exactement qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis, on ne peut pas parler d'organisation des élections, on ne peut pas parler du retour à l'ordre constitutionnel. Je ne suis pas en train d'occulter peut-être ou de gommer carrément les autres partis, mais on ne peut pas parler d'un retour à l'ordre constitutionnel sans que l'UFR ne soit associé, tant que l'UFDG ne soit associé, tant que les autres passent... Non. Non, vous pensez qu'ils ne sont pas associés? Non, ils sont associés. Comment les leaders de ces deux partis ne sont pas là? Si, si. Je finis. D'accord, attendez, il va finir. Un parti, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut que le leader soit là. Le parti fonctionne. Que le leader ne soit pas associé. Laissez-moi juste finir. Allez-y. Que l'UFDG dise par exemple, non, nous, s'il y a dialogue, en fait, ils sont, c'est pas comment vous dire, ils sont libres, ils sont autonomes. Oui. Ils peuvent dire non, notre dialogue, c'est Cellou Dalein qui doit nous représenter. Ah, mais là, c'est un danger comme ça. Non. Ça devient dangereux. Non, mais pourquoi? C'est un jeu dangereux pour le parti même. Pourquoi Cellou Dalein ne peut pas représenter le parti? Laissons Cellou Dalein en tant que leader du parti. Oui. Cellou Dalein est simple membre du parti. Oui. Ça peut être Souleymane Souzo Konaté. Oui. En fait, c'est le parti mais qui pourquoi décide. forcément c'est lui? Je n'ai pas dit forcément lui. Oui. Ça dépend du parti. Mais si le parti décide par exemple que ça soit Cellou Dalein, pourquoi on va le refuser? Non, on ne va pas le lui refuser. Voilà. La question, mais pourquoi s'il n'est pas là, elle ne peut le représenter? Non. Sauf que c'est le parti qui sait qui peut le représenter. D'accord. À ce niveau, l'UFDG tient son assemblée générale. Le RPG fait la même chose. Que le leader soit là ou pas, le parti fonctionne. Je vous parle de qui peut représenter le parti à un moment donné. Je vous parle de ces personnes. Parlons de la Constitution. Ali me le disait tout de suite. On a suivi peut-être la communication du porte-parole du gouvernement qui nous parle qui nous dit qu'on est sorti de la transition, qu'on est dans la phase de la refondation. C'est quoi cette refondation? À un moment donné, la mise en place des institutions. La mise en place des institutions, est-ce que, c'est-à-dire, quand ils signaient cet accord, est-ce que ce point avait été mentionné? L'accord avec qui? Non, avec la CEDEAO. Mais on ne se met pas la pression pour la CEDEAO. Je ne parle pas de pression. En fait, je vous parle d'un engagement c'est que si la Guinée... Non, il y a les réalités du terrain. Signer l'engagement. Justement, on peut prendre des engagements et les réalités du terrain sont... Je suis d'accord avec lui. C'est ça. On a pris des engagements. On se retrouve, on se rend compte que ces engagements ne peuvent pas être respectés. Comment? C'est pourquoi on a parlé d'accord dynamique. On fait appel aux personnes qui sont censées gérer cette transition, faire un dialogue inclusif pour dire, tenez, on a tenu cet engagement, mais voilà pourquoi cet engagement... La Guinée, c'est nous tous. D'accord, on est d'accord sur le point. 2 ou 3 personnes ou un groupe de personnes ne peuvent pas... Il faut que tout le monde soit associé. Sortons de ce calcul. Il faut qu'on essaie de mettre tout le monde, de près ou de loin. L'UFDG, ça peut ne pas être Cellou Dalein. L'UFR, ça peut ne pas être Sidi Touré. Mais après, il faut que ces politiques soient associés. C'est les forces politiques du pays. C'est les forces politiques, il faut qu'ils soient associés. Adiatou, vous partagez le point de vue d'Idrissa, il faut qu'il soit associé. Oui, bon, c'est pas il faut, mais déjà, moi, la question, dire qu'il faut justement se dire qu'il faut mettre fin à la transition maintenant ou en 2025 ou même avant le 31 décembre 2024. Donc, moi, je me dis qu'on a eu déjà des expériences dans notre pays. Et chaque pays a sa réalité. C'est pas parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas arrivé comme ça que la Guinée doit calquer l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous, en Guinée, on a déjà vécu une transition. C'était en 2010. On est allé vite. On est allé vite sur les choses. La démocratie, c'est pas une chemise. On va commencer à couper les micros. Chaque État a ses réalités. Tout à fait. On ne veut pas une démocratie importée à l'occidental. Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut juste aller avec justement un objectif clair et précis. C'est important ça. Parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup d'actions qui ont été entreprises. Et par exemple, quand on prend par exemple la récupération des domaines de l'État, ça n'existait pas avant. C'était difficile parce qu'on était dans les calculs politiques. Est-ce que quand je retire tel mais je veux dire, il y a eu des cités, il y a eu des cités à un moment donné là qui étaient intouchables, qui étaient calculées intouchables. Aujourd'hui, par exemple, tout simplement, on se dit que le ministre est impétueux entre griffes. Donc
aujourd'hui, on est en train de voir des choses qui sont en train d'être réalisées. Et selon justement l'aspiration de la population. Donc, c'est important. Je pense qu'il faut aller lentement, mais sûrement. C'est important, ça. Il ne faut pas aller à la va-vite. On va après bâcler les choses et partir. Et on risque de retomber dans la même chose. Et après, c'est un retard pour le pays. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans le cadre de la refondation. Et dans la refondation, il y a des actions concrètes qui sont posées. Et de toutes les façons, aujourd'hui, qu'on dise par exemple, oui, on est encore dans l'avant-projet. Oui, on est dans l'avant-projet de la Constitution. C'est un acte qui est posé. Et cet avant-projet de la Constitution fait en sorte que tous les Guinéens adhèrent dans cet avant-projet. Donc, c'est un acte déjà concret qui est posé. Aujourd'hui, quand on prend par exemple le réseau routier de la Guinée, il y a des choses, il y a des actions qui sont posées. Absolument. Et quand par exemple on retourne dans cette histoire d'élection à la va-vite, après aussi si ce n'est pas bien fait, ce sont les mêmes Guinéens qui sont en train justement de dire qu'il faut aller à la va-vite, qui vont revenir encore pour dire que les choses ont été bâclées. Je pense qu'il faut aller lentement et sûrement et aller sur des objectifs précis pour le bonheur du citoyen guinéen. Il y a le projet Simandou. Il y a le projet Simandou. Le projet Simandou a commencé. Je pense que c'est aujourd'hui, il y a longtemps que les gens ont découvert. Le projet Simandou est lié à la fin de la transition. Non, je n'ai pas dit fin de la transition, mais c'est un acte. Et ça commence projet Simandou, c'est un acte. C'est un acte concret. C'est un acte concret. Je dis c'est un acte concret qui est en train d'être mené. C'est un élément de la refondation. Parce qu'aujourd'hui, Alcali, le micro de soirée maintenant, oui. Adiatou est en train de confondre les acquis de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Exactement. Personne ne nie aujourd'hui le travail qui a été fourni, le travail qui est en train d'être effectué par le CNRD. Et donc vous pensez que ce travail est fini pour vous? Personne ne peut nier. L'État, c'est une continuité. Vous pensez que c'est eux qui sont censés faire ça? Attendez. C'est ce qu'on a dit. C'était le même slogan. Non. C'était le même slogan. Quand vous dites que les transitions de 2010... Et la transition de cette fois-ci, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. La transition de 2010 a été beaucoup plus, de 2008, pardon, a été beaucoup plus noyée par les événements du 28 septembre. Ça, c'est le premier facteur où on a fini. Et vous savez ce qui est en train... Non, attendez, je place un mot. Non, vous attendez. Vous savez ce qui a entraîné les événements du 28 septembre? Je connais. On connaît tous. C'est la précipitation. C'était la précipitation. On a voulu précipiter. On a voulu précipiter. On a voulu précipiter. On a voulu aller vite. Je vais finir. La transition d'alors. Ils ont voulu mettre la pression. Je disais, Adiatou doit dissocier les deux. C'est-à-dire le travail qui est fourni aujourd'hui par le CNRD, personne ne peut nier. Maintenant, le retour à l'ordre constitutionnel, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. On avait dit que c'était le 31 décembre 2024. Écoutez, la transition. Maintenant, moi, ce que je propose, parce que nous faisons le journalisme de solution, c'est à ce que tous les acteurs arrivent à se retrouver, tracer une feuille de route capable de nous dire qu'il y a ça et ça. Mais de toute façon, on dit d'abord pourquoi ça n'a pas... Quand il y a une élection, ce sont les leaders politiques qui vont se présenter. Est-ce que vous comprenez? Oui, je suis d'accord. Donc, on trace une feuille de route pour dire... Est-ce qu'on va forcer un leader politique à se présenter? Voici ce qui a été fait dans le domaine du retour à l'ordre constitutionnel. Voici ce qui reste. Pour ce qui reste là, voici ce qu'on pourra faire. C'est-à-dire, on arrive à faire un chronogramme acceptable et respectable. D'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais il ne faut pas confondre l'économie à la politique. À vous deux, je pose la question, Idrissa et Ali Moussouar. Vous trouvez normal que des leaders qui aspirent à diriger le pays se tiennent sur des médias étrangers pour dire, à partir du 31 décembre, nous, on ne reconnaîtra plus les autorités de ce pays? Non, en fait, on n'est pas... C'est anormal. C'est anormal parce qu'on ne sait pas après, ce qu'Alimou a dit, on ne sait pas au fond qu'est-ce qui n'a pas marché, mais après... Il est très difficile de parler d'une situation et que tu es à l'écart alors que tu es censé parler de cette situation. Comprenez un peu, ça ne... Ils sont frustrés à l'écart. Non, loin de la frustration, c'est en train de nous faire comprendre que quelqu'un est mis à l'écart. Personne n'est mis à l'écart. Tout le monde est mis à l'écart. Tout le monde, c'est par rapport à ces partis. Je finis. D'accord. Oui, dernier point, on va conclure sur cette histoire. Je ne suis pas en train de dédouaner les propos tenus
l'un dans l'autre en tant que citoyen qui est pour la paix, je ne suis pas pour cette déclaration. Oui. Mais après, il faut comprendre que ceux qui tiennent ces déclarations hors du pays, ils sont censés, ces personnes, elles sont censées être autour de la table pour discuter des problèmes. Parce que la transition, elle est d'abord politique. Oui. La transition, elle est politique. Oui. On ne peut pas parler d'une transition politique. Mais elle est aussi sociale. Elle est sociale. Elle est d'abord politique. D'abord, oui. Elle est d'abord politique. On est d'accord. Et elle est carrément politique. Non, non, pas du tout. Mais qui a empêché un parti politique ou un président de parti politique à être en Guinée? Qui? Est-ce qu'il y a eu une décision? Est-ce qu'il y a une décision? Est-ce qu'il y a une décision qui dit à quelqu'un de rentrer en Guinée? Mais le cas de Ali Ouba récemment, il est rentré en Guinée? Oui. Il est rentré en Guinée? Oui. Si c'est des chroniqueurs qui posent des questions maintenant, c'est ici, c'est un chroniqueur qui pose des questions. Voilà la question parce que tu es sur la défensive. Très rapidement, je pense que moi, j'attends qu'on arrive à sortir un chronogramme consensuel. Consensuel. En tout cas, nous, sur ce plateau, nous disons oui au retour à l'ordre constitutionnel, mais pas à n'importe quelle vitesse. Ah oui, bien sûr. Allons. Pourvu qu'on ne traîne pas les pas aussi. Oui. On ne va pas traîner les pas, mais on va pas aller aussi à la vitesse de quelqu'un qui veut qu'on aille vite. On va prendre le juste milieu. Le juste milieu. Voilà ce qu'on pouvait dire donc par rapport à cette thématique ou bien à ce focus concernant éventuellement la fin de la transition dans notre pays et sortie de certains leaders politiques qui constatent que les autorités de notre pays traînent un peu le pas par rapport à la transition en cours dans notre pays. Dans un instant, notre invité par rapport à l'assainissement à Conakry, mais d'ici là, on fait un clin d'œil à nos partenaires. Vous êtes une entreprise ou un particulier? Vous voulez investir dans les activités liées à la restauration? C'est simple. Fugu Tanks dispose des équipements professionnels de dernière génération adaptés à tout type d'activité économique. Pour la mise en place de votre boulangerie, votre pâtisserie ou encore votre restaurant, Fugu Tanks vous assure une livraison sur site avec installation technique offerte partout en Guinée. Tous les produits Fugu Tanks sont garantis usine 1 an, avec un service après-vente disponible à Conakry 24 heures sur 24. Pour tout autre renseignement, appelez-nous au 624 01 01 18 ou le 624 42 27 25. Fugu Tanks, votre satisfaction, notre priorité. Vous cherchez l'originalité et la qualité dans votre mode vestimentaire? Choisissez Sensei by Med sur place. Des stylistes et créateurs professionnels sont à votre écoute. Sensei by Med, c'est d'abord la promotion du textile guinéen. Pour nous contacter, une seule adresse 625 07 99 87. Sensei by Med, c'est simple et original. Imaginez le soulagement de faire vos achats sans les tracas des embouteillages et des prix excessifs. Envisagez d'obtenir des produits de qualité avec toutes les garanties nécessaires, grâce à une plateforme créée par des jeunes visionnaires, engagés à stimuler l'emploi et le développement national en République de Guinée. Découvrez Fugu Tanks et sa marketplace, tout en un, sur www.fugutanks.com. Conçu pour votre bonheur, notre plateforme vous offre une expérience de recherche personnalisée pour répondre à vos besoins avec des produits de qualité, un excellent rapport qualité-prix avec une livraison à domicile et l'achat possible via carte bancaire, des équipements garantis jusqu'à 1 an après l'achat. Inscrivez-vous sur www.fugutanks.com et simplifiez vos achats d'électronique, d'électroménager, de meubles et bien plus encore. Le grand angle, face à l'invité. Un débat à bâton rompu sur une problématique nationale et internationale. Le grand angle, face à l'invité. Un débat à bâton rompu sur une problématique nationale et internationale. Le grand angle, face à l'invité. Un débat à bâton rompu sur une problématique nationale et internationale.
Retour donc sur ce plateau pour cette deuxième partie du numéro de Grand Angle. Nous parlons de la problématique de l'assainissement et pour parler de cette problématique, nous invitons pour vous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, monsieur Souleymane Traoré. Il est assistant technique du directeur général de l'agence technique de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Monsieur Traoré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Bien, vous êtes bien arrivé? Très bien. Bien. Idrissa, alors, pour la première question. Traoré, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai, en tout cas, selon mes informations, votre service, l'agence est en place depuis novembre 2016. Bien sûr. Certes, vous n'étiez pas là depuis cette année, mais depuis la création de l'agence, pourquoi toujours Conakry est sale? Bon, toujours Conakry est sale est relatif. C'est pas relatif, hein? Non, pourquoi je le dis? Parce que avant l'agence, ce qui a existé devait être connu. Et après la création de l'agence, c'est important aussi de comparer ce qui a été fait. C'est pourquoi je dis que c'est relatif. D'accord. Merci beaucoup pour cette invitation. D'abord, notre agence, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, comme vous venez de le signifier, a été créée en novembre 2016. Mais qui a commencé effectivement à travailler en 2017. Donc, l'agence s'est attelée effectivement sur instruction du gouvernement à faire le diagnostic de la situation et qui a été assorti effectivement par une stratégie, une proposition de stratégie. Et cette stratégie avait pour objectif de professionnaliser la gestion du secteur. La professionnalisation de la gestion du secteur veut dire tout simplement le renforcement des capacités et l'implication du secteur privé. Maintenant, par rapport au renforcement des capacités des acteurs institutionnels, la stratégie a proposé un certain nombre d'axes. Il y a d'abord le principe de la délégation de services publics, il y a le principe aussi de renforcement de capacités des acteurs institutionnels, et il y a un troisième principe qu'on appelle le principe pollueur-payeur. Maintenant, on est rentré dans la phase de l'application de ce troisième principe qui commence maintenant. C'est important de dire qu'à chaque phase... C'est-à-dire pollueur-payeur. Pollueur-payeur. D'accord. À chaque phase, au niveau de chaque principe, il y a un certain nombre de projets qui en découlent. Donc, l'exécution de ces projets permet effectivement au système d'être dynamique, permet au système de maintenir son équilibre, toujours en faveur de la salubrité publique. Alors, M. Traoré, tout ça c'est sur le papier. C'est trop technique. Tout ça c'est sur le papier, tout ce que vous dites. Avant d'entamer la troisième étape, comme vous le savez, les deux premières étapes, vous avez fait certainement des évaluations. Je sais que ça n'a pas marché. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché d'abord au niveau des deux premières étapes avant d'entamer la troisième étape? Par rapport au principe de la délégation de services publics, il y a eu d'abord un travail de fond qui a été fait pour la ville de Conakry. Le premier travail, avec les communes, il y a eu le zonage de Conakry. Quand on était à 5 communes, il y a eu le zonage. L'ANASP et les partenaires techniques ont aidé les collectivités locales à faire le zonage, c'est-à-dire à décomposer les communes en zones de collecte d'ordures. D'accord. Ces zones de collecte d'ordures, vous comprendrez avec moi qu'une commune pouvait avoir plus de 20 ou 30 zones. Ça veut dire quoi? Que sur la base de ce zonage, les collectivités locales devaient recruter les PME sur leur territoire pour faire les activités. C'est là-bas où on parle du principe pollueur-payeur. À ce niveau, les PME, à leur tour, devaient passer au niveau de chaque producteur, principalement les ménages, pour les faire abonner à leurs services et rendre service. Ça, c'était sous votre tutelle quand même. Effectivement, sur la coordination, le zonage, les communes vont recruter les PME de ramassage des ordures. C'est vous qui coordonnez tout ça, non? Non. Vous savez, ce qui a été fait, le Code des collectivités locales confère aux collectivités la compétence de l'assainissement. Et l'agence est un service de régulation. L'agence est un service d'accompagnement des collectivités locales. L'agence est un service de mobilisation des ressources pour l'investissement. Dans ce cadre-là, quand les collectivités se sont dotées des PME de précollecte, qui devaient passer dans les ménages pour faire l'abonnement et rendre service, l'agence a compris les difficultés qui étaient.
parce qu'il faut créer des zones de transit et de tri, qu'on appelle les ZTT, parce qu'on ne peut pas dire aux PME qui sont très fragiles, qui étaient naissantes, de prendre les déchets, par exemple, à Tombolia et amener à la décharge dans les tricycles. Donc, on a construit les points de groupage intermédiaires pour permettre à ces PME d'être plus proches à un point de dépotage. Donc, cette responsabilité a été donnée aux collectivités locales. Maintenant, puisque la question de la décentralisation est en cours dans notre pays et l'État étant conscient de la fragilité des communes, l'État avait dit que pour la zone de Conakry, l'État prendrait la collecte et le transfert plus la mise en décharge des déchets. C'est pourquoi des opérateurs internationaux comme Al-Bayrak, comme Piscini ont été recrutés pour assurer le transfert des déchets des points de regroupement à la décharge de la minière. Alors, vous connaissez la situation de notre décharge. Une décharge ouverte dans les années 80 pour 500 000 habitants à Conakry, sur 25 hectares. Aujourd'hui, qui n'est que 5 hectares pour plus de 2 millions d'habitants. Donc, chaque jour qui passe, la gestion de la décharge devient problématique. Tout ce travail qui a été fait, cette coordination, tout cela, c'est pour rendre Conakry propre. Et pourquoi Conakry est toujours... à l'État. Pourquoi tout ce travail n'a pas eu d'impact sur le terrain? Parce que pour le citoyen, il n'y a pas eu de changement là. Il n'y a pas eu d'amélioration. Pourquoi j'ai dit que... À quel moment se situe le problème? Maintenant, j'en viens. Pourquoi je dis que ce que vous dites est relatif? On est d'accord. Conakry produit entre 1800 et 2000 tonnes par jour de déchets. Maintenant, l'ensemble des efforts mobilisés aujourd'hui par l'État, ses partenaires, les collectivités locales, mobilisent à la décharge de la minière à peu près 2200 tonnes de déchets. Imaginez ce que vous constatez dans ces jours-ci. L'État a décidé de réorganiser le système. Cette réorganisation du système consiste à renforcer davantage les capacités matérielles des collectivités locales. L'ANASP, conformément à sa mission de mobilisation des ressources, a mobilisé 64 camions dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'assainissement de Conakry, financé conjointement par la Banque islamique de développement et le gouvernement. Vous pensez que 64 camions pour une population de près de 3 millions, j'en viens. Nous avons les chiffres, on peut vous dire combien de camions il faut pour combien de personnes. Donc nous avons tous les chiffres. Donc ces camions étant acquis depuis très longtemps, l'État a décidé de mettre ces camions à la disposition des collectivités locales, puisque certains de ces camions fonctionnaient déjà en régie au niveau de l'agence. Donc le temps, 2 jours, 3 jours de mobilisation de ces camions qui sont restés au palais, et le temps pour mettre à la disposition des collectivités locales. Le temps pour les collectivités locales, effectivement, de s'approprier du dispositif pour faire face. Je vous ai dit qu'on transfère chaque jour 1200 tonnes. Quand vous faites 2 jours, 3 jours, vous n'avez pas travaillé. Ces camions-là remplacent les camions d'Al-Bayrak? Non, ça c'est les camions de l'État. Ça c'est les camions de la commune de Ratoma. Toutes les communes de Conakry, aujourd'hui, les 12 communes, je ne parle pas de Kassa, mais les 12 communes de Conakry ont reçu chacune des camions qui vont... Bon, je vais vous revenir pour les statistiques après. On n'est pas des on est en train d'aller... On est sur la finalisation de ce processus parce qu'on a commencé le lundi. On est sur la finalisation de ce processus. Il faut que toutes les collectivités nous reviennent pour dire effectivement, conformément aux orientations de l'État, ce que nous devrions recevoir, nous l'avons reçu. Sur la base de ce procès verbal, nous vous dirons effectivement ce que chacun... C'est ce qui a entraîné l'accumulation de ces déchets qu'on voit là. Monsieur Traoré, je pense que pourquoi vous relativisez, c'est que tout le monde connaît.
Pourquoi vous relativisez? Je peux vous dire, ce que je vous dis, c'est sur la base des chiffres. Non, sur le terrain. Si vous produisez 2000 ou 1800 tonnes par jour et que la capacité, l'ensemble des efforts ne mobilise que 1200, ce qui veut dire, ça veut dire qu'à peu près 800 ou 600 tonnes qui traînent tous les jours. Donc, l'accumulation de cette quantité peut aussi être quelque chose. C'est à ce niveau que nous, on vous dit que ces 2 jours de mobilisation et de mise à disposition ont quand même exacerbé un peu l'insalubrité de notre capitale. Mais aujourd'hui, les dispositions sont en train d'être prises pour faire revenir effectivement la salubrité publique de la ville. Puisque vous êtes par exemple une agence de régulation, comme vous le dites et tout, au niveau des collectivités, lorsque le ramassage n'est pas bien fait, ou en tout cas la gestion ou l'assainissement en tant que tel n'est pas bien effectué, est-ce que vous avez ce moyen de contrôle, ou est-ce que vous avez aussi ce moyen, par exemple, de rappeler les communautés à leur devoir? C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes dans un processus de finalisation de mise à disposition de la logistique. Mais depuis 2017, jusqu'à présent, vous êtes dans un dispositif de tracking des camions qui va être géré par l'agence. C'est-à-dire chaque mise à disposition va faire l'objet de contrôle et de surveillance au niveau de l'agence de régulation. Donc le processus est en cours, les camions seront traqués et ces camions ne travailleront que sur leur territoire conformément à leur destination. Monsieur Traoré, parlant justement du fonctionnement de ces camions, on a vu l'État en tout cas a toujours doté des communes des camions, mais on a vu la gestion, ce que ça donnait. Est-ce que c'est au niveau de l'agence que ces camions sont gérés ou bien c'est au niveau des collectivités? Quand je parle de gérance, c'est un peu le carburant, le personnel, l'entretien, voilà, le personnel, la gestion du personnel qui travaille sur le camion. C'est l'agence qui gère ça ou c'est la commune? La différence entre cette première la deuxième mise à disposition et les mises à disposition qui ont été faites dans le temps, c'est qu'aujourd'hui, une agence existe et qui a une certaine expérience. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle existe. Non, je vous dis, si vous dites par exemple, les mises à disposition, ce que nous on a connu au niveau de l'agence en 2010, les collectivités ont été dotées. Est-ce que vous comprenez? Mais l'agence n'était pas née. D'accord. Depuis 2017, vous existez. Oui, mais je dis que depuis 2010, les collectivités ont été dotées. Maintenant, depuis lors, il n'y a pas une nouvelle dotation à part ça. Depuis lors, non. Et la particularité de cette année, excusez-moi, la particularité de cette année, c'est jusqu'à présent, vous congédiez au futur. Regardez un peu la chronologie. Je vous ai dit que depuis 2010, les collectivités ont été dotées. On est d'accord. L'agence n'était pas née. En 2017, l'agence est née. Et en 2024, l'État a décidé encore de doter les collectivités locales sous la surveillance d'une agence de régulation. Je vous ai dit que la particularité, cette fois-ci, l'agence sera là pour surveiller les activités des camions. D'accord. Maintenant, le carburant. Qu'est-ce que l'agence le carburant, la gestion des camions, l'entretien vont être assurés par les collectivités locales, cette fois-ci encore avec un deuxième niveau de contrôle, avec la coordination du gouvernorat. Monsieur Traoré, est-ce que ces camions vont remplacer les camions de Al-Bayrak? Ces camions ne vont pas remplacer les camions de Al-Bayrak. Comme on a dit, les collectivités locales vont travailler effectivement sur le territoire de leur ressort, sur le territoire de leur ressort. Et en tout cas, ce qui est en discussion pour le moment, Al-Bayrak va travailler sur les artères principales qui traversent les différentes communes. Avec ses propres camions. On va faire facile. On va les faire à part. On va faire facile. Quand vous parlez de la gestion mixte de ces camions, moi je veux bien comprendre. Vous avez accepté de responsabiliser les communes. On ne va pas parler d'argent sur ce plateau, mais par exemple, quand un camion tombe en panne, si c'est nécessaire, on a parlé d'argent. Est-ce que la mairie, la commune a les moyens financiers de dépanner ce camion qui est tombé, ou bien il faut se mettre dans ce long circuit, aller jusqu'à l'agence pour décaisser au moins de quoi changer un peu? Non, moi je vais être très clair avec vous sur cette question. Vous ne l'étiez pas dans les Non, pourquoi je le dis? Parce que
je trouve certaines questions comme ça comme un peu très simples. Hein. Quand le gouvernement décide de organiser un système, le gouvernement analyse le pour et le contre. D'accord. Cette question de finances, le gouvernement a pris ça à bras le corps pour les collectivités. D'accord. Je vous dis, ce qui est prévu, Inch'Allah, si ça s'exécute, les collectivités vont faire face à leurs problèmes d'entretien des camions, au carburant et à la gestion correcte. Vous faites des annonces. Ça c'est clair. Que Dieu nous donne la longévité. Que Dieu nous donne la longévité, ça se fait. Non, Adiatou n'a pas posé des questions d'abord. Est-ce que, puisque c'est une agence nationale, à l'intérieur du pays, Conakry, la Guinée ne se limite pas seulement qu'à Conakry. On sait que Conakry, c'est presque la ville la plus sale. D'après ce qu'on va là. En tout cas, c'est ça, c'est ce qu'on se dit parce qu'on voyage dans les autres pays et tout, on voit leur capitale. Ce n'est pas comparable par rapport à Conakry. Mais à l'intérieur du pays, par exemple, voilà, à l'intérieur du pays, par exemple, est-ce que l'agence évolue à ce niveau et qu'est-ce que vous faites? Merci. Les nouvelles autorités qui sont à l'agence, depuis 2022, ils ont été nommés et leur premier problème, c'était pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour les villes de l'intérieur. Donc, une mission d'état des lieux était partie dans les 7 capitales régionales pour faire effectivement un diagnostic. Mais les résultats, les conclusions de ce diagnostic ont montré que le gouvernement ne s'est pas trompé en consacrant 80% de ses efforts pour Conakry. Quand vous prenez les 7 capitales régionales, le rapport qu'on a eu à établir, on a compris que c'est que le problème de Conakry, c'est quand vous divisez le problème de Conakry par 2, chaque partie constitue les 7 capitales régionales réunies. D'accord. Donc, non, c'est une réalité, on a les chiffres. Conakry, c'est près de 3 millions d'habitants. Quand vous prenez les 7 capitales régionales qui produisent 1000 tonnes par jour et que Conakry qui produit 2000 tonnes par jour, donc il faut d'abord mettre en place avec une jeune agence un système dynamique effectivement piloté par les experts de l'agence. Aujourd'hui, on est conscient que le dispositif expérimenté à Conakry pourrait être dupliqué dans les capitales régionales. Un rapport de... Moi, ce que je ne comprends pas, M. Traoré, il ne fait que conjuguer au futur. C'est comme si, toutefois, c'est aujourd'hui qu'on a mis en place l'agence. Depuis 2017, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Depuis 2017, la stratégie de professionnalisation qui a été élaborée et validée par le gouvernement sur une période de 10 ans, 2019-2029. Cette stratégie couvre ça. Son coût de mise en œuvre, c'est 200 millions d'euros. À date, je vous dis que 170 millions d'euros ont été mobilisés et ces projets sont en cours. D'accord. Non, attendez, ça, ce sont des résultats qui sont tangibles. Hein. Voilà. 64 camions mobilisés dans le cadre des projets qui sont inscrits dans la stratégie, c'est une action concrète. Les infrastructures... Ce n'est pas un don d'un partenaire? Non, je vous dis, ce n'est pas un don. C'est-à-dire quand le projet d'assainissement de Conakry est financé conjointement par le gouvernement guinéen et par la Banque islamique de développement. D'accord. Donc ces camions ont été acquis dans ce sens. Ça, c'est sur le plan matériel. Sur le plan infrastructurel, les infrastructures de collecte de proximité sont construites. Vous avez vu, non? Les RTT qu'on appelle les zones de transit et de tri. Et de l'autre côté, le financement est mobilisé pour la construction d'une nouvelle décharge moderne. Le centre d'enfouissement. Depuis des décennies, on entend... Ok. Je place juste une question. Monsieur Traoré. Ça fait longtemps. 2017, la NASP existe. Oui. Nous sommes en 2024. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait comme proposition au gouvernement par rapport à l'explosion de la population de Conakry? Vous avez dit tout à l'heure que la décharge était construite pour 500 personnes, 500 000 personnes. Aujourd'hui, on est aux alentours des 3. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement comme proposition au gouvernement pour dire, si vous voulez que Conakry soit propre, voilà, voici, concrètement, dites-le nous. Ce que nous avons fait, oui, comme proposition. J'étais en train d'en venir. La première proposition concrète d'abord, c'est quoi? C'est de doter notre grande agglomération de Conakry d'un centre d'enfouissement technique. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'efforts
qui sont consentis en amont de la filière. C'est quoi un centre d'enfouissement technique? Un centre d'enfouissement technique, oui, ça veut dire quoi? C'est une installation de stockage des déchets qui respecte toutes les normes environnementales et sociales et couplée de la valorisation des déchets. Vous avez choisi un site déjà? À partir de la production de biogaz et sa transformation en électricité. Il y a un site qui a été désigné pour ça? Depuis 2018, un site de 100 hectares a été affecté effectivement à l'ANASP pour réaliser ce projet dans la préfecture de Koya, plus précisément à Kouria. D'accord. Et pourquoi ce n'est pas opérationnel? Non, vous savez, le site a été identifié, le financement a été recherché et mobilisé. En 2023, l'unité, c'est-à-dire la cellule de suivi du projet a été mise en place. Il y a une assistance technique à maîtrise d'ouvrage qui est aujourd'hui recrutée et les activités administratives sont en cours. Si tout va comme prévu, les activités physiques vont démarrer en 2025. On espère qu'en 2025, c'est la dernière question, on passe à la rubrique, ça se dit. La part des choses, le rôle de chacun des acteurs. Aujourd'hui, quand vous prenez certains quartiers, il y a des quartiers carrément enclavés où l'accès est quasiment impossible. Il y a aussi des citoyens qui ne s'abonnent pas. Aujourd'hui, le citoyen, quel est son rôle? Il collecte les ordures, il envoie où? Les camions, ils partent jusqu'où pour prendre les ordures? Le système qui a été bâti sur une chaîne, mais segmentée. Et sur chaque segment, il y a des activités, il y a des responsables. Quand vous prenez le premier segment qu'on appelle l'amont de la filière, de la production des déchets, c'est-à-dire du lieu de la production des déchets, c'est-à-dire un ménage, jusqu'à là où intervient un service public de collecte des ordures, est appelé l'amont de la filière. Les responsabilités à ce niveau, ce sont des PME de précollecte, ce sont des ménages producteurs de déchets, parce que quand les gens qui ne s'abonnent pas, quand les gens collectent vos déchets, quand les gens collectent les déchets, vous devez payer des redevances. Donc, la responsabilité, c'est à ce niveau. Les deux responsabilités sont sous la tutelle des collectivités locales. Voilà ce qu'on pouvait dire, mesdames et messieurs, par rapport à cette thématique toujours persistante dans notre pays et dans notre capitale, concernant l'assainissement de nos agglomérations et surtout l'assainissement de la capitale Conakry. Dans un instant, nous ouvrons la rubrique Ça se dit avec notre invité. Ça se dit, c'est l'heure de vérité. Une série de questions sans filtre pour éclairer l'opinion publique sur des questions qui concernent l'invité du jour. Ça se dit, c'est l'heure de vérité. Une série de questions sans filtre pour éclairer l'opinion publique sur des questions qui concernent l'invité du jour. Ça se dit. Alors, la rubrique Ça se dit, monsieur Traoré, on vous rapporte les propos des gens, ce que les gens pensent de votre structure et de ce que vous faites sur le terrain. Et on vous laissera le temps de réagir. Vous n'aurez pas assez de temps de réagir parce qu'il nous reste maintenant 3 minutes. D'accord. Oui, Saliouba, ça se dit. Oui, monsieur Traoré, ça se dit que l'ANSP n'a pas les moyens de sa politique. Vous n'avez pas les moyens qu'il faut pour rendre Conakry propre. Bon, je pense que les gens le disent, mais vous savez, l'ANSP est là pour appliquer la vision de l'État. Et l'ANSP ne peut gérer que ce que l'État met à sa disposition, effectivement. Ce que l'État met, c'est suffisant. Maintenant, c'est suffisant ou insuffisant, par rapport, n'ayez pas peur. Vous savez, pour la question de la salubrité publique, ce que l'État met aujourd'hui à la disposition de l'agence, l'agence travaille dans ça pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Est-il suffisant ou insuffisant? La question de la suffisance est relative également. Il est très relatif. Idrissa, ça se dit. On a compris. Monsieur Traoré, ça se dit que vous-même, au niveau de l'agence, que vous êtes sciemment conscient que les ordures vous effraient à Conakry et que rendre Conakry propre ne sera jamais possible tant qu'on n'a pas un centre de traitement. Bon, effectivement, c'est pourquoi on a opté, quelqu'un a demandé qu'est-ce qu'on a fait comme proposition concrète. La proposition concrète, c'est doter effectivement de notre agglomération d'un centre d'enfouissement technique couplé avec des unités de valorisation des déchets. Donc, ce projet, le financement est mobilisé et le projet est en cours de mise en œuvre. Donc, d'autres propositions, c'est que les propositions techniques ont été faites. On ne peut jamais rendre quelqu'un propre s'il n'est pas impliqué. Donc, l'application du principe poliaire nous concerne tous. Aujourd'hui, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique a opté d'abord pour que les citoyens guinéens suivent les orientations publiques en s'abonnant
au PME de ramassage. Maintenant, l'État met en place le service. Oui. L'État sensibilise. Maintenant, ce qui est aujourd'hui comme un danger, comme difficulté... Vous pensez que la sensibilisation pour le cas de Conakry, ça peut marcher? Ce n'est pas la répression qui Je viens. L'assainissement, les experts de l'assainissement ont dit que l'assainissement, c'est les 3 S. Le service, la sensibilisation et la sanction. Donc maintenant, le service est mis en place. La sensibilisation est en cours. Parce que moi, je pense que on a tellement sensibilisé. Nous tous, maintenant, il faut sanctionner. On a compris, M. Traoré, oui. Quand nous quittons... soirée, ça se dit. Ça se dit que votre agence est d'abord beaucoup plus de politique que technique et vous êtes budgétivore pour un résultat passable. Ouais. Bon. Beaucoup de politique là-bas. La mission principale de l'agence, c'est l'accompagnement des collectivités locales et les ministères sectoriels pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'assainissement. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, l'agence est spécialisée, effectivement... Elle n'est pas technique. Elle est politique. L'agence est spécialisée pour la mobilisation également des partenaires techniques et financiers pour l'investissement. Vous êtes budgétivore? Pas la politique dans le sens que vous pensez. Dans le sens politique, ok. Pas dans le sens politique. Mais vous êtes budgétivore. Ce que je voudrais dire, il y a des politiques publiques qui sont élaborées. Il y a des stratégies qui sont élaborées. Ces documents... leur nom, c'est des politiques publiques, mais ce sont des documents techniques. D'accord. Monsieur Traoré, est-ce que vous êtes budgétivore? Non, nous ne le sommes pas. Vous ne l'êtes pas. C'est pourquoi le résultat est comme ça, non? Bon, je pense que ce que vous dites que le résultat est mitigé, c'est ce que j'ai dit que c'est relatif. C'est relatif, voilà. Adiatou, ça se dit. Ça se dit également que vous faites chaque année, presque vous faites des fortes annonces et vous élaborez toujours des stratégies, mais la faisabilité est tout autre. Pas chaque année, on élabore des stratégies. J'ai dit tout de suite que la stratégie qui est en cours. Voilà, donc des annonces. Parce que vous venez de faire des annonces encore ici. Oui, j'ai fait des annonces, que Dieu nous donne la longévité. On verra dans un mois. Dans un mois que Conakry va changer. Un mois. Avec l'appui que... On va vous réinviter. Nous sommes le 16 décembre et le 16 janvier, vous reviendrez sur ce plateau. Réinvitez-moi ici. D'accord. Les dispositions qui sont prises. Non, pas des dispositions, mais attendez, depuis le lundi passé, le gouvernement a décidé de renforcer les capacités matérielles des collectivités locales. Le gouvernement a décidé également de rendre l'agence très forte pour pouvoir surveiller les activités de ces collectivités. Donc moi, je m'engage au nom de mon directeur général. L'appui de l'agence ne manquera pas auprès des collectivités pour rendre Conakry propre. Dans un mois, Conakry va changer. En tout cas, ça va commencer à changer. C'est une annonce, ça va commencer. Ce que vous connaissez aujourd'hui là, ce que vous connaissez aujourd'hui va changer dans un bref délai. Dans un bref délai. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ça a été où, hein? Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ce numéro de Grand Angle. Merci à toute l'équipe technique qui était encore mobilisée ce lundi pour nous accompagner dans la production de ce numéro. Merci à vous quatre d'être venus. Idrissa Cissé, Saliouba, Ali Moussoiré, Monsieur Traoré, merci d'être venu. Merci beaucoup. On vous attend le 16 janvier. Le 16 janvier. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous suivrez le journal sur la télévision nationale. Ça a été un plaisir pour moi de présenter ce numéro. Dieu voulant, on vous retrouve demain pour un autre numéro de Grand Angle. Merci de suivre la télévision nationale. Ciao.